Ce n'est pas la version qui a été racontée, mais la version qu'on a essayé de cacher. L'argent ne pouvait avancer qu'en poussant les éléphants à la main. Plus effrayant, il n'y avait sur la montagne qu'un sentier étroit, avec de l'autre côté un précipice. Les éléphants qui perdaient pied, les chariots de ravitaillement qui basculaient, emportant des soldats, disparaissaient en un instant au fond de la vallée, et les cris des victimes glaçaient le sang des soldats à l'arrière. Il n'y avait nulle part sur la route où installer un campement pour se reposer. Parfois, apercevoir un abri de fortune utilisé par les montagnards semblait une bénédiction. Le 9e jour après avoir entamé l'ascension, toute l'armée atteignit enfin le sommet de la montagne. Heureusement, il y avait là-haut un plateau permettant à toute l'armée de se reposer. Hannibal ordonna 2 jours de repos, mais les soldats restaient démoralisés. Alors, Hannibal, âgé de 29 ans, désigna la direction de Rome avec tous les soldats pour raviver leur morale. Il déclara « Là-bas, c'est Rome. À partir de maintenant, nous n'aurons plus que des descentes à parcourir. 1 ou 2 batailles après la descente, et Rome se rendra. Nous deviendrons les maîtres du cœur de Rome. » Cette méthode s'est avérée efficace auprès des mercenaires. Leur fatigue et mécontentement disparurent aussitôt. Par coïncidence, 2000 ans plus tard, lorsque Napoléon attaqua l'Italie, il se tint au sommet des Alpes et prononça des paroles similaires à ses soldats. Peut-être Napoléon avait-il étudié cet épisode. Il est facile de monter, mais difficile de descendre. Pour Hannibal, monter fut ardu, et la descente s'annonçait encore plus difficile. Alors, un vent glacial soufflait sur la montagne, et la neige tombée la veille gelait le lendemain. Sur un tel terrain, marcher relevait d'une épreuve pour les éléphants et les hommes. Pour permettre aux soldats de briser la glace bloquant le passage, toute l'armée devait souvent s'arrêter et attendre. De plus, ils rencontraient fréquemment des avalanches, les obligeant à attendre le déblaiement. Il arrivait qu'ils ne progressent pas d'1 pouce de la journée. Sur certains tronçons, les hommes pouvaient en passer, mais les éléphants et les chariots, non. À ce moment-là, il fallait encore tailler la falaise pour élargir le chemin. Ceux qui ne supportèrent plus le froid et la fatigue s'effondraient au sol, sans jamais se relever. Le nombre de personnes qui faisaient une chute mortelle dans les précipices était bien plus élevé qu'à la montée, et plusieurs éléphants connurent le même sort. D'après les propres archives laissées par Hannibal, après avoir franchi les Alpes, il lui restait 20 000 fantassins et 6 000 cavaliers, soit un total de 26 000 hommes, alors qu'avant la traversée, il en comptait 46 000. Autrement dit, il a laissé 20 000 cadavres sur les Alpes. Mais désormais, tous les sacrifices consentis en chemin n'avaient plus d'importance. Il comptait bien tout récupérer aux dépens des Romains. Hannibal est le général le plus habile à vendre du rêve que j'ai jamais vu. Pour franchir les Alpes, il a laissé derrière lui 20 000 morts. Pourtant, Hannibal ne montrait aucune inquiétude, car après tant d'épreuves, les 26 000 soldats survivants étaient à l'élite de l'élite. De plus, pour que ses mercenaires se battent pour lui jusqu'au bout, il leur a promis une vie dont même les dieux n'oseraient rêver. Après être descendu des Alpes, il ordonna d'abord à toute l'armée de se reposer au pied de la montagne pendant 15 jours. Hannibal profita de ce temps pour rallier à sa cause les Gaulois des environs. Depuis des siècles, les Gaulois tentèrent de conquérir Rome, mais ils avaient été maintes fois réprimés par les Romains. À présent, Hannibal apparaissait devant eux, tel un envoyé du ciel, déclarant vouloir, avec les Gaulois, anéantir Rome. Ainsi, plusieurs tribus gauloises se sont rapidement alliées à Hannibal. Bien sûr, il y avait aussi des conflits internes constants entre ces tribus gauloises. Lorsque Hannibal rencontrait une tribu qu'il ne parvenait pas à rallier, il n'hésitait pas à l'anéantir sans pitié. De cette manière, après près d'1 mois, Hannibal réussit à rallier plus de 10 000 Gaulois, portant ainsi ses effectifs de 26 000 à 36 000 soldats. Mais cela restait loin d'être suffisant pour conquérir toute l'Italie, car à ce moment-là, l'ensemble des forces italiennes pouvait atteindre jusqu'à 750 000 hommes. Rien que Rome elle-même pouvait mobiliser jusqu'à 280 000 soldats citoyens. Bien entendu, Hannibal savait aussi qu'il lui était impossible d'affronter ces 750 000 hommes en même temps. En même temps, il combattait contre ces 750 000 personnes. Comme les citoyens romains effectuaient leur service militaire à tour de rôle, on avait aussi besoin d'eux au quotidien pour maintenir la vie normale. Si l'on mobilisait tous ces hommes, la communauté romaine ne serait plus qu'une coquille vide. Hannibal pensait qu'il était urgent de remporter une victoire, afin que ces Gaulois réalisent que les légions romaines, qui les avaient autrefois écrasés, n'étaient pas de taille face à lui. Il mena donc ses 36 000 hommes vers le sud, à la recherche du véritable ennemi. Certains chercheurs ont souligné que si les troupes romaines avaient attendu au pied des Alpes, elles auraient peut-être pu vaincre sans difficulté l'armée d'Hannibal, alors épuisée. Mais les Romains ont manqué cette occasion. Alors, que faisèrent les Romains de leur côté? Lorsque le consul Cornelius se trouvait à Marseille, il apprit qu'Hannibal s'apprêtait à franchir les Alpes. Il ordonna alors à son frère de poursuivre la marche vers l'Espagne avec 2 légions, tandis que lui-même, accompagné des principaux officiers, retourna en toute hâte à Rome pour prendre le commandement de 2 nouvelles légions et aller affronter Hannibal à sa descente des montagnes. Cornelius avait déjà été témoin des méthodes d'Hannibal. C'était un chef capable de faire traverser les Alpes à ses soldats et à des éléphants, et qui avait en plus réussi à rallier de nombreux Gaulois à sa cause. Ces
deux légions ne comptèrent qu'un peu plus de 20 000 hommes au total, et ils n'avaient vraiment pas confiance en leur capacité à affronter Hannibal. Ils comptaient donc attendre que le consul Sempronius, de retour de Sicile, avec 2 autres légions, vienne le rejoindre avant d'engager le combat contre Hannibal. Nous sommes déjà au mois de novembre, et selon la coutume de l'époque, les deux camps auraient normalement observé une trêve tacite. Mais cette fois, l'adversaire ne suivait pas les règles habituelles. C'est pourquoi Cornelius se préparait aussi à passer l'hiver dans le camp, tout en ayant besoin de remonter le moral de ses troupes. Il dit à ses soldats, « Les ennemis que nous allons affronter sont les survivants de ceux que nous avons vaincus il y a 23 ans. La guerre qui nous oppose n'est pas un affrontement entre forces égales, mais une nouvelle tentative des vaincus de défier les vainqueurs. » George Shakespeare. Pour franchir les Alpes, ils ont déjà perdu les 2 tiers de leurs effectifs. Aujourd'hui, ils sont couverts de gelures. Leurs soldats ne ressemblent plus à des soldats, leurs chevaux plus à des chevaux. On peut dire qu'ils ont complètement perdu leur combativité. 23 ans n'ont pas suffi à amener les Carthaginois à se repentir. Aujourd'hui, ils osent entrer ouvertement en Italie pour nous défier. C'est pourquoi cette guerre est menée pour défendre notre patrie, pour protéger chacun de nos proches, et notre comportement au combat déterminera leur sort. Souvenez-vous, les dieux veilleront sur chacun d'entre nous. Au même moment, dans le camp carthaginois, Hannibal aussi encourageait ses troupes, mais sa méthode était très particulière. Hannibal fit former un grand cercle par ses soldats, puis il fit amener au centre les Gaulois capturés lors de la traversée des Alpes. Ces hommes, enchaînés les uns aux autres, avaient à peine mangé depuis leur capture, et avaient parcouru tout le chemin nu, si bien qu'ils n'avaient plus rien d'humain. Hannibal ordonna à ses hommes de retirer les chaînes de ses prisonniers et leur proposa de s'affronter en duel. Le vainqueur recevrait des armes et un cheval et obtiendrait sa liberté après la guerre. Tous ces malheureux prisonniers gaulois supplièrent de participer au duel. Le duel sanglant commença. Les soldats qui assistaient à la scène étaient tous extrêmement excités. Ils applaudirent les vainqueurs tout en se sentant soulagés pour les Gaulois qui, vaincus, voyaient ainsi leur existence cruelle prendre fin. À la fin du duel, Hannibal déclara à tous que ce qui venait de se passer n'était pas un jeu, mais le reflet fidèle de leur propre situation actuelle. Si vous pouvez combattre avec le même état d'esprit qu'eux, je suis certain que la victoire sera nôtre. À notre gauche et à notre droite, il n'y a que la mer, et nous n'avons aucun navire pour quitter cet endroit. Derrière nous se dressent les Alpes, que nous venons de franchir au prix de 1000 souffrances. Je suis sûr que personne ne voudrait les traverser à nouveau. Il ne vous reste donc qu'une seule voie, avancer avec courage face aux légions romaines. Si vous vainquez les Romains, vous obtiendrez une récompense à laquelle même les dieux n'oseraient aspirer. Rome. En récompense d'un grand prestige, tout ce que possèdent les Romains vous appartiendra, et vous deviendrez les nouveaux maîtres de cette terre. Hannibal a également promis aux esclaves qui suivaient les soldats que, s'ils prenaient part au combat, non seulement ils retrouveraient leur liberté une fois la bataille terminée, mais chacun d'eux recevrait en plus 2 Romains comme esclaves pour s'occuper de leur vie quotidienne. De plus, ils n'auraient pas à s'inquiéter de la manière de combattre. À présent, même si j'ignore qui commande l'ennemi, je suis certain qu'aucun général romain ne peut se comparer à moi, qui ai mené mon armée à travers une longue marche héroïque de l'Espagne jusqu'en Italie. Les soldats furent profondément impressionnés par les paroles d'Hannibal, et chacun d'eux brûlait d'impatience. Ils voulaient s'emparer de tout ce que possédaient actuellement les Romains. C'était la première confrontation entre Hannibal et Rome, et de plus, il s'agissait d'une bataille imprévue pour les deux camps. C'est à partir de cette guerre qu'Hannibal devint le cauchemar des Romains. Par la suite, les Romains allaient même jusqu'à utiliser le nom d'Hannibal pour effrayer les enfants turbulents. Hannibal était justement à la recherche des légions romaines, et bien que le consul romain Cornelius ne souhaita pas engager le combat, il ne pouvait pas non plus rester les bras croisés. Il prit donc personnellement la tête de toute la cavalerie et d'un petit nombre d'infanteries légères pour aller reconnaître les mouvements ennemis. Le destin est ainsi fait. Quand il doit arriver, rien ne l'arrête. Lorsque Cornelius arriva à Ticinum, dans le nord de l'Italie, il tomba sur Hannibal, qui menait aussi une reconnaissance avec sa cavalerie. Puisque les deux commandants étaient présents, il était impossible d'éviter le combat. Les Romains disposèrent de 4000 cavaliers et d'un petit nombre d'infanteries légères. Après la première volée de flèches, ces derniers se replièrent à l'arrière, devenant pratiquement inutiles au combat. Il ne restait qu'un affrontement entre les cavaleries des deux camps. Hannibal, tout en avançant à la rencontre de l'armée romaine, déploya rapidement ses troupes en formation. Il plaça sa meilleure cavalerie numide sur les 2 ailes, tandis que le centre était occupé par les cavaliers carthaginois et espagnols. Les Romains placèrent les cavaliers gaulois soumis devant comme chair à canon, l'arrière étant occupé par la cavalerie principale, composée de Romains et d'Alliés. Au début de la bataille, les deux camps étaient à égalité, mais la cavalerie numide sur les 2 ailes d'Hannibal lança une offensive féroce, perçant vite l'avant-garde de cavaliers gaulois. On vit alors les cavaliers gaulois tomber les uns après les autres sous les lames, et la cavalerie numide se dirigea vers la principale force de cavalerie romaine, la plus puissante au combat. Finalement, la cavalerie principale romaine fut moins efficace que la gauloise. Craignant d'être encerclés, ils perdirent leur formation dans la panique, si bien qu'il ne restait plus personne pour protéger le consul. Cornelius se retrouva complètement encerclé par l'ennemi, mais heureusement, un jeune homme de 17 ans, à sa première bataille, risqua sa vie pour sauver Cornelius, grièvement blessé, de l'encerclement ennemi. La cavalerie romaine a abandonné l'infanterie légère et a commencé à fuir. Après avoir franchi le pont par lequel ils étaient venus, afin d'empêcher l'ennemi de les poursuivre, ils ont commencé à détruire le pont avant même que l'infanterie légère n'ait pu le traverser, si bien que la plupart de ces fantassins légers ont été faits prisonniers. Comme le consul Cornelius avait réussi à s'enfuir, Hannibal en a été profondément déçu.
En réalité, ce qui aurait dû lui causer encore plus de regrets, c'est que le jeune homme qui avait sauvé le consul s'était lui aussi échappé. Ce jeune homme n'était autre que Scipion l'Africain, qui, 16 ans plus tard, vaincra Hannibal à la bataille de Zama. Si Scipion l'Africain s'est battu avec tant d'acharnement sur le champ de bataille pour sauver le consul, c'est parce que le consul Cornelius était son propre père. Scipion l'Africain portait le même nom que son père, à savoir Publius Cornelius Scipio. Pour les distinguer, on a appelé celui qui a vaincu Hannibal, Scipion l'Africain. Lorsque son père partit en campagne en Hispanie, Scipion l'Africain l'accompagna. Il fut témoin de la manière dont Hannibal franchit discrètement les Alpes, puis il suivit son père de retour en Italie, manquant de peu de mourir de la main d'Hannibal. Cependant, tout cela n'était que le début. Dans les jours à venir, il allait voir comment Hannibal utilisait à plusieurs reprises des tactiques brillantes pour écraser complètement les légions romaines. Les légions romaines étaient rusées et indisciplinées. On peut dire que personne ne connaissait Hannibal mieux que Scipion l'Africain. Lorsque vous comprenez votre ennemi mieux que lui-même, alors l'occasion de le vaincre se présente. C'est dans un tel environnement que Scipion l'Africain a grandi. Après cette bataille, Cornelius comprit clairement que la cavalerie d'Hannibal était bien supérieure à la sienne. C'est pourquoi il installa son camp près des montagnes des Apennins. Le terrain y était accidenté, ce qui désavantageait fortement la cavalerie, et comme il prévoyait d'y passer l'hiver, il fit construire le camp aussi solide qu'une forteresse. Mais Hannibal ne voyait pas les choses de cette façon. Il ne voulait pas passer l'hiver sans rien faire. Il apprit d'abord par des prisonniers où se trouvait le dépôt de vivres des légions romaines, et il s'en empara, transformant ainsi ce grenier à blé en propriété personnelle, ce qui lui évitait d'avoir à piller les tribus gauloises environnantes pour se nourrir. De plus, grâce à la victoire de la bataille du Tessin, de plus en plus de Gaulois souhaitaient rejoindre Hannibal, même si la plupart restaient encore dans l'expectative. Hannibal, disposant désormais de vivres en abondance, mena toute son armée en direction du camp romain. Il installa son camp à seulement 7 km de celui des Romains, les deux camps étant séparés par la rivière Trebia. Dans le camp romain, un nouveau consul et 2 légions étaient arrivés. Ils venaient tout juste de rentrer de Sicile et discutaient à présent des stratégies à adopter avec Cornelius, grièvement blessé. Cornelius, issu de la noblesse et ayant déjà été témoin des méthodes d'Hannibal, estimait que la perte des entrepôts de vivres n'était pas grave, car il était toujours possible d'acheminer des provisions depuis l'arrière, ce qui ne posait pas de réelles difficultés. De plus, le camp était construit de manière très solide. Il valait mieux passer l'hiver ici, car il était convaincu que l'ennemi souffrirait bien plus qu'eux. Mais l'autre consul, Sempronius, n'était pas du même avis. Issu du peuple, Sempronius aspirait à asseoir sa position par une victoire éclatante, afin d'augmenter ses chances d'être réélu consul lors de l'assemblée citoyenne suivante. C'est pourquoi il prônait une confrontation directe avec Hannibal. Lorsque les 2 consuls se trouvèrent sur le même front, ils assumèrent le commandement suprême à tour de rôle. Cependant, Cornelius ayant été grièvement blessé, le commandement suprême revint uniquement à Sempronius. Hannibal accordait une grande importance à la collecte de renseignements. Il connaissait déjà tout ce qui se passait dans le camp romain, y compris le caractère flamboyant de Sempronius. Ainsi, en plein jour, il mena son armée jusqu'aux rives du fleuve Trébi et provoqua effrontément le camp romain de l'autre côté. Et cette tactique s'avéra particulièrement efficace contre Sempronius. Si Hannibal est surnommé le père de la stratégie, il a abandonné les méthodes de combat traditionnelles occidentales, ne comptant plus sur la force brute de ses soldats, mais gagnant par des tactiques ingénieuses comme Han Sin. Je suis un grand général. Je ne commande pas seulement des soldats, je commande des généraux. Grâce à une armée de mercenaires rassemblés, Hannibal a parcouru la péninsule italienne 15 ans sans subir la moindre défaite, au point de faire douter les légions romaines de leur existence. Han Sin a transmis des idiomes célèbres comme l'humiliation sous l'entrejambe, encerclé de toutes parts, embuscade sur 10 côtés et passé en secret par Shenkan. Hannibal, lui aussi, a légué aux Romains plusieurs proverbes. Par exemple, il existe l'expression « quoi qu'il arrive, Hannibal est passé », qui signifie qu'on peut réussir malgré tous les obstacles. De plus, Hannibal et Han Sin ont vécu à la même époque. En 218 avant JC, c'était la première année où Hannibal franchit les Alpes pour envahir Rome. Nous sommes maintenant en décembre, et Hannibal ne voulait pas laisser les Romains terminer l'année paisiblement. Alors il a lancé une offensive à la fin du mois. À cette période, on approche du solstice d'hiver, c'est le moment de l'année où la nuit est la plus longue, ce qui permet de faire beaucoup de choses à l'abri de l'obscurité. Il est parti avec son lieutenant Marconi pour explorer, puis il a choisi un bosquet où il a ordonné à son lieutenant de cacher 2000 soldats. De retour au camp, il a ordonné à tous les soldats de se reposer tôt. Le lendemain, ils se sont levés avant l'aube pour prendre le petit déjeuner. Et après avoir mangé, ils prenèrent le petit déjeuner, puis, après avoir mangé, tout le monde se réchauffait devant le feu de camp, avant de s'enduire d'huile pour renforcer les mesures contre le froid. Ensuite, la cavalerie fut envoyée traverser la Trebia pour attaquer le camp romain. À ce moment, les soldats romains n'étaient donc pas réveillés. Entendant le vacarme dehors, ils réalisèrent que c'était la cavalerie ennemie qui arrivait à l'assaut. Le consul Sempronius donna l'ordre à la cavalerie de contre-attaquer. Les soldats n'eurent même pas le temps d'enfiler des sous-vêtements chauds, ils mirent vite leur armure sur leur tunique
tactique et sortirent affronter l'ennemi. Prendre le petit déjeuner, il ne fallait même pas y penser. Mais un événement vint alors galvaniser tous les soldats romains. La cavalerie d'Hannibal fut repoussée et battit en retraite sous la contre-attaque romaine. Le consul Sempronius et l'infanterie lourde n'avaient pas participé à la bataille du Tessin et pensèrent que c'était la véritable force de l'armée d'Hannibal. Ainsi, sans attendre l'ordre de Sempronius, tous les soldats se précipitèrent à la poursuite de l'ennemi en traversant la rivière. De l'autre côté, les attendait la grande armée carthaginoise en ordre de bataille. En décembre, il faisait déjà très froid. Les soldats romains, affamés, traversèrent l'eau glacée de la rivière alors qu'il commençait à pleuvoir et à neiger. En revanche, les soldats carthaginois étaient non seulement rassasiés et réchauffés près du feu, mais leur corps était aussi enduit d'huile, parfaitement préparés à affronter le froid. Mais Sempronius n'eut pas le temps de réfléchir à tout cela. Il se contenta de disposer ses troupes rapidement. Les forces romaines et leurs alliés comptaient 40 000 hommes. L'infanterie lourde, dont ils étaient fiers, occupait le centre, tandis que les alliés et les 4 000 cavaliers étaient sur les flancs. Les forces d'Hannibal comptaient 38 000 hommes, et grâce aux soldats gaulois, il avait 10 000 cavaliers. De plus, la disposition des troupes d'Hannibal était l'inverse de celle des Romains. Il plaçait les fantassins gaulois au centre, tandis que plus on allait vers les flancs, plus les troupes étaient puissantes. Hannibal voulait réaliser une manœuvre d'encerclement pour neutraliser la force principale ennemie en la rendant non combattante. C'est l'essence de la tactique, et cette stratégie était la formation en poche, utilisée par les Grecs. Mais les Romains, élèves des Grecs, n'avaient pas compris et pensèrent gagner par la force de leurs fantassins. Le déroulement de la bataille s'est passé comme Hannibal l'avait prévu. Les éléphants, qu'il avait amenés avec tant d'efforts, se sont révélés inutiles. Bien qu'ils aient traversé les Alpes, ils n'ont pas résisté au froid du nord de l'Italie. Blessés par les flèches romaines, les éléphants sont devenus frénétiques et ont couru partout, non seulement sans perturber la formation ennemie, mais en projetant même les porte-étendards juchés sur leur dos à terre. Quant aux fantassins lourds romains, ils étaient effectivement redoutables. Bien qu'affamés et trempés jusqu'aux os, leur puissance d'attaque restait impressionnante et ils ont rapidement percé le centre de la ligne carthaginoise. Avec le temps, la faim et le froid ont commencé à affaiblir les fantassins romains, jusque-là dominants. Simultanément, la cavalerie carthaginoise sur les deux ailes avait déjà repoussé la cavalerie romaine et commençait à encercler l'infanterie romaine. Puis Marcus, caché dans les buissons, mena à son tour 2000 soldats pour participer à l'encerclement. En raison de la férocité des fantassins lourds romains, le cercle d'encerclement n'était pas totalement hermétique, mais 40 000 soldats romains furent tout de même encerclés. À mesure que le cercle se resserrait, l'espace pour manier leur épée diminuait. Les soldats carthaginois commencèrent alors, depuis l'extérieur, à abattre un à un les soldats romains dans un bain de sang. Le champ de bataille ne ressemblait plus à un champ, mais à un massacre unilatéral perpétré par les soldats carthaginois. Alors, pour éviter l'anéantissement total, la seule option pour l'armée romaine était de tenter une percée au centre, là où les Carthaginois étaient les plus faibles. Sur l'ordre de Sempronius, les soldats romains tentèrent une percée, mais seuls 10 000 réussirent à s'échapper. 20 000 soldats romains tombèrent, et de nombreux autres furent faits prisonniers par Hannibal. Côté romain, y compris les 10 000 qui réussirent à s'échapper avec le consul, et ceux qui étaient restés en garnison dans le camp, il n'y eut au total que 15 000 survivants. 4 légions. Abonnez-vous à Animistica pour ne rien manquer. Likez, partagez et rejoignez-moi tout de suite pour un nouveau voyage dans l'histoire.